Allez. Bon, donc l'addiction à l'héroïne. Donc les opiacés, c'est la part la plus importante de la morbidité et de la mortalité liée à la consommation de drogue en Europe. Donc il y a une tendance à remplacer l'héroïne par d'autres drogues en injection. Les opiacés de synthèse, les amphétamines, la méthamphétamine, kétinone, enfin voilà, tout ça. L'héroïne, bon, bah, c'est de la poudre en général. C'est préparé à partir de morphine, c'est souvent coupé. Ça a une demi-vie assez courte. La voie d'administration, ça peut être intranasale, inhalée ou intraveineuse. Les effets cliniques aigus, donc c'est rapide en fait. Il y a une phase d'euphorie intense, donc avec un flash. Et puis somnolence, troubles cognitifs, ralentissement. Il peut y avoir, donc ça, on retrouve la même chose avec les opiacés qui sont donnés sous médicaments, hein, nausées, vomissements, myosis. Et puis ensuite, il y a une phase de descente avec sensation d'angoisse. Le syndrome de sevrage, donc 6 à 14 heures après l'arrêt des morphiniques, hein, avec bâillement, larmoiement, rhinorrhée, mydriase, sueur, anxiété. Majoration des signes, insomnie, anorexie, nausée, des crampes abdominales, des frissons. Le troisième jour, c'est là où on a l'acmé des symptômes, hein. Donc diarrhée, vomissement, déshydratation, tachycardie, hypertension, angoisse importante, et puis ensuite régression de la symptomatologie après 8 jours. La typologie donc, des personnes qui utilisent l'héroïne, donc c'est surtout des hommes, hein. L'âge de début, c'est avant 20 ans. L'âge moyen de la consommation, c'est aux alentours de 30 ans et la dépendance, généralement de 33 ans. C'est la plus souvent zone urbaine avec un niveau socio-économique faible, hein. C'est souvent finalement par voie inhalée ou en voie intranasale, hein. L'injection dans 37% des cas. Les complications, donc il peut y avoir une rétention urinaire, les surdosages avec l'overdose, les risques infectieux, en particulier VIH et hépatite C, endocardite, pneumopathie, des phlébites et des œdèmes des membres dus à la sclérose veineuse après les injections, des accidents vasculaires cérébraux, des convulsions, les conséquences gynécologiques et obstétricales, hein, pas mal de fausses couches, des troubles de la libido. Les autres complications, bah, c'est souvent les troubles liés à d'autres substances, hein, parce que généralement, il y a association, il y a une polyaddiction en fait, avec de l'alcool et des médicaments psychotropes, hein, puisque généralement pour la descente, donc comme ça entraîne pas mal d'angoisse, hein, les personnes utilisent des anxiolytiques pour la descente. Le cannabis, généralement, il est toujours là. Le tabac aussi, la cocaïne assez souvent. Les complications psychiatriques, donc dépression, risque suicidaire, attaque de panique, état délirant aigu, les troubles cognitifs. Alors, bah là aussi, on retrouve exactement la même chose que ce que je vous ai dit sur l'alcool, hein. Les prises en charge avant les traitements de substitution. En fait, on était avant sur une phase qui était plutôt une phase morale, hein, où la prise en charge des gens qui avaient des problèmes d'addiction aux opiacés en particulier, c'était le sevrage. Rédemption dans la douleur, et c'est la douleur qui est censée éviter la rechute, hein. Et le but, c'était l'abstinence totale immédiate. La punition et l'exclusion par l'enfermement plus ou moins volontaire dans des centres fermés ou des communautés thérapeutiques.
Bon, ce qu'on a montré finalement, c'est qu'il y a eu un échec systématique des cures de sevrage à court terme, a priori, quoi qu'on fasse. Et donc, on est passé à autre chose. Et en particulier, finalement, ce qui a révolutionné la prise en charge des opiacés, c'est les traitements de substitution aux opiacés. Donc, les premières études, c'est les années 1960, hein, d'abord aux États-Unis, et puis progressivement en France. Voilà, nous, on a été un petit peu en retard. Mais par contre, si on a été en retard sur l'historique des traitements de substitution en général, on a été en première ligne sur les traitements par buprenorphine, hein. Donc la buprenorphine, ça a été largement prescrit en France, alors que ça ne l'était pas dans les autres pays, en particulier aux États-Unis. Ça a été largement prescrit et ça a été largement prescrit par les médecins généralistes. Et finalement, le fait de prescrire largement et que ce soit accessible, hein, aux usagers de drogue, hein, ça a mis en évidence que ça permettait un grand bénéfice de la santé publique, hein, et de la qualité de vie de la majorité des héroïnomanes. Et du coup, les traitements par buprenorphine ont été largement mis en place dans beaucoup de pays du monde, hein. Bon, bien sûr, à l'exclusion de certains pays comme la Russie, l'Iran et j'en passe et des meilleurs, mais dans les pays occidentaux, ça s'est largement diffusé. Donc, l'objectif du traitement de substitution, ce n'est pas de modifier les comportements de dépendance, hein, c'est de permettre un traitement de maintenance, c'est-à-dire que c'est un traitement qui stabilise les personnes qui ont des problèmes d'addiction aux opiacés, qui va leur permettre finalement, en étant stabilisées, de changer de comportement, de trouver une qualité de vie qui s'améliore. Voilà. C'est un petit peu la même chose qui se passe quand on prescrit un traitement de neuroleptique à un schizophrène ou un traitement antidépresseur à un déprimé. Et donc, de la même façon, le traitement, c'est juste quelque chose qui permet au sujet de s'insérer dans la société et d'améliorer sa qualité de vie. Ça ne le guérit pas, ça le stabilise. Donc, l'objectif des traitements de substitution, c'est arrêter les substances illicites et leurs conséquences, diminuer les risques de transmission du VIH et du VIH-C, puisque c'est au moment de l'épidémie de VIH que les traitements de substitution ont été largement diffusés. L'objectif, en fait, c'était de permettre une diminution de la prévalence du VIH chez les usagers de drogue, hein, de façon à protéger la population en réalité. L'objectif du traitement de substitution, c'est aussi de permettre un accès au système de soins et la prise en charge des pathologies associées. Enfin, une meilleure insertion sociale. L'épidémiologie, donc la consommation d'opiacés, d'héroïne, c'est illicite. Donc, l'évaluation du nombre d'héroïnomanes est assez difficile, mais on a un nombre estimé de 160 000 à 200 000. Les conséquences des consommations, elles sont à la fois médicales, hein, avec morbidité et mortalité, et puis sociale, hein. Les 4 principales causes de mortalité, c'est les décès par sida, les overdoses, hein, les suicides et morts violentes, et les infections hors sida, les pathologies hépatiques.
La mortalité des toxicomanes, elle n'est pas réellement connue. C'est de l'ordre de 3% chez les héroïnomanes non traités et ça passe à moins de 1% chez les héroïnomanes traités par traitement de substitution. Voilà, donc les experts qui ont montré qu'entre 1996 et 2003, près de 3500 vies ont été sauvées en France grâce au traitement de substitution. Donc là, c'est une diapo qui montre la diminution des overdoses dans les années 80, puisque les traitements de substitution ont eu une AMM en France en 95. Et donc, on voit que c'est à partir de 96 qu'on a une diminution des décès par overdose qui est corrélée en fait au nombre de patients qui ont été inclus dans des traitements de substitution par Subutex et méthadone. Alors, DRAM, c'est une étude des causes toxicologiques de décès chez les toxicomanes. Bon, voilà, ça montre un petit peu de quoi décèdent ces personnes. Alors, les résultats, ils sont à prendre un petit peu avec des pincettes parce qu'en fait, les décès chez les toxicomanes, ils sont très peu documentés en fait. En 2002, il n'y avait que 7 laboratoires qui s'en occupaient. En 2006, on est passé à 16. Voilà, mais bon, ça montre un petit peu quand même, ça donne une idée de ce qui se passe. Il y a une relative stabilité des substances qui sont incriminées dans les décès. Les stupéfiants illicites, ils sont retrouvés dans 56% des cas, les TSO dans 30% des cas. En réalité, il y a le plus souvent des polyintoxications avec des psychotropes illicites dans 47%, alcool 44% et cannabis 37 et quelques. Voilà, donc ça c'est l'étude de DRAM 2015. Donc sur 243 décès qui avaient été analysés, on retrouvait dans 50 décès l'héroïne, dans 100 décès la méthadone, le buprenorphine 28 décès, analgésique opioïde 3 décès. Voilà. En 2018, 464 décès, 163 de ces décès étaient sous méthadone. Ça fait 2,7 pour 1000 usagers, 35 patients sous buprenorphine. Donc, en fait, ce qu'on retrouve, c'est une stabilisation des décès sous traitement de substitution et une augmentation des décès par héroïne. L'enquête Oppidum, donc ça, c'est des enquêtes qui sont faites au sein des XAPA, donc chez les personnes qui prennent des traitements de substitution en général. Donc, chez les patients qui prennent des traitements de substitution, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a généralement des co-addictions. Donc, le tabagisme dans plus de 80% des cas, l'alcool dans 30% et cannabis 13 à 24%. La consommation de benzo, donc, qui est en violet là, dans 20%. Voilà. Au niveau du VIH, les prises en charge avec les traitements de substitution, ça a conduit à une diminution nette des contaminations et c'est pratiquement là maintenant à zéro en fait. Donc en 96, parmi les nouveaux cas de sida, on en avait 24% qui étaient dus à l'usage de drogue. En France, 44% en PACA. En 2006, on était passé à 9 et 31%. Et là, je crois qu'on est pratiquement en dessous de 5% maintenant. Les TSO, donc ça permet une diminution des pratiques d'injection.
Donc, ça, c'est une étude qui montre que chez les usagers d'opiacés qui sont sous buprenorphine, après 2 ans de traitement, eh ben, les pratiques d'injection passent de 52 à 11%. Voilà, donc ça, c'est la même chose. C'est une étude australienne où on a des pratiques d'injection qui passent de 78 à 7%. Ça, c'est une étude en PACA donc, qui montre que les gens qui consultent dans des centres des CSST, ils ont une insertion faible dans la vie active, en fait. Alors, donc vous avez bien compris que finalement, chez les personnes qui ont un usage d'héroïne, le traitement, là, pour le coup, on n'est pas sur un effet placebo, mais on a un effet qui est un effet majeur. Et le traitement à mettre en place, c'est un traitement de substitution aux opiacés. Là, la question, ça se pose de comment traiter, avec quelle est la dose, en fait. Donc, c'est la quantité nécessaire pour obtenir la réponse thérapeutique désirée durant la période désirée avec une marge suffisante d'efficacité et de sécurité. Donc, quelle posologie? Donc, prescrire à la bonne posologie en sachant qu'un sous-dosage va favoriser la consommation d'autres substances et en particulier des benzodiazépines. Donc, le dosage, il est essentiellement clinique. Il faut repérer les petits signes de manque comme irritabilité, anxiété, troubles du sommeil, hein, et toujours associer une prise en charge psychologique et sociale. L'effet psychotrope des TSO, donc c'est un effet qui est à la fois un effet anxiolytique, antidépresseur et antipsychotique. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe, la variation d'état émotionnel chez les consommateurs d'héroïne, hein, où on voit que quand ils consomment, ils ont un état d'euphorie. Ensuite, ça redescend pour avoir un état normal. Et enfin, ils sont en manque. Donc, c'est là qu'ils consomment benzo-alcool ou qu'ils reconsomment de l'héroïne. Et puis, ils ont un état émotionnel qui ne fait que varier dans la journée. Donc, le principe de déterminer la dose de TSO, c'est qu'il soit dans la zone verte, en fait. Donc, qui correspond cliniquement à un moment où il n'y a pas de signe de symptômes de sevrage, pas de prise illicite, qu'on ne soit pas non plus dans un surdosage avec des signes et des symptômes d'intoxication. Et ça correspond généralement à une méthadonémie qui est comprise entre 400 et 800. L'indication de la méthadonémie, c'est une indication de faire un dosage finalement de confort qui peut être pour se rassurer en pensant qu'on est sur la bonne fourchette thérapeutique, pour vérifier qu'on ne soit pas surtout en sous-dosage, parce que la plupart du temps, les personnes ont envie de se maintenir en sous-dosage. Pourquoi est-ce qu'ils veulent être en sous-dosage? Pour 2 raisons. D'abord, parce que finalement, ils ont toujours cette idée qui traverse toute la société, qui est que moins on prend de traitement, mieux on se porte. Et que le sevrage en général, c'est la solution à leurs problèmes. Donc, généralement, les personnes ont toujours envie de rester avec un traitement minimal. La deuxième question, c'est que par ailleurs, il y a des patients qui se maintiennent en sous-dosage, ce qui est la seule finalement possibilité qu'ils ont de pouvoir continuer à avoir des pratiques de consommation d'héroïne, parce que quand on est en sous-dosage, et à ce moment-là, on ressent l'effet d'héroïne, alors que si on est sur une dose thérapeutique, on ne ressent pas d'effet.
Voilà, donc finalement, il faut essayer d'avoir un traitement qui leur permettre de ne pas être en sous-dosage. De façon, c'est la meilleure façon qu'on a d'arriver à un truc de stabilisation qui vont leur permettre de travailler sur leur vie et leur qualité de vie. Voilà. Après, on peut aussi vérifier qu'on n'a pas des syndromes de surdosage. Mais bon, ça, c'est quand même plus rare. Donc, la méthadone, c'est un agoniste des récepteurs opiacés. Ça agit principalement sur les récepteurs mu. Il y a des propriétés analgésiques et antitussives. Ça induit un syndrome de dépendance pharmacologique. C'est le traitement substitutif des pharmacodépendances majeures aux opiacés dans le cadre d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique. Ça existe en sirop. Donc, c'est chez les adultes et les adolescents volontaires. Donc, ça, c'est important parce que ça m'est parfois arrivé qu'on me demande de venir voir des patients pour savoir s'il fallait les inclure à un traitement de substitution, alors qu'ils étaient en secteur fermé ou hospitalisés contre leur volonté. On ne peut pas mettre en place un traitement de substitution chez quelqu'un qui n'est pas en état de décider de quel traitement il veut ou pas. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre en place un traitement de substitution chez quelqu'un qui est hospitalisé contre sa volonté. On ne doit pas mettre un traitement de substitution chez quelqu'un qui est en état délirant ou qui n'est pas pleinement en possession de sa décision, en fait. Voilà, donc si on peut éviter de faire appel à l'équipe de liaison quand les personnes sont hospitalisées dans des états d'agitation pour initier un traitement de substitution, ça serait pas mal. Voilà, donc la forme Péros, ensuite la forme gélule. D'après l'AMM, on peut mettre en place les traitements sous forme gélule après 1 an de stabilisation. Les modalités de prescription, donc c'est sur des ordonnances sécurisées en toutes lettres par un médecin thésé inscrit au Conseil de l'Ordre. C'est limité à 14 jours pour les formes en flacon et 28 jours pour la forme gélule. Il faut marquer le nom de la pharmacie. Le traitement peut être délivré quotidiennement par un infirmier en XAPA ou bien toutes les semaines ou pour 15 jours. On peut faire un relais de prescription en médecine de ville. Donc pour ça, il faut faire 2 ordonnances en fait. Une pour la pharmacie, une pour le médecin relais. Et sur ces 2 ordonnances, il faut marquer qu'il y a le nom du médecin relais, donc relais, docteur, truc, sur les 2 ordonnances en fait. Et le pharmacien comme le médecin généraliste relais doivent garder les ordonnances de relais. Donc le traitement, il peut être délivré en pharmacie donc quotidiennement, tous les 7, 14 ou 28 jours, enfin comme vous voulez. La mise en place du traitement par méthadone, elle doit être initiée en XAPA ou en unité d'hospitalisation, en allant de 10 à 40 mg. Donc, normalement, à 40 mg, les personnes n'ont plus de syndrome de sevrage physique. Voilà, on augmente de 5 ou de 10 mg tous les jours. On commence le traitement quand il commence à y avoir des symptômes de sevrage en opiacés. C'est quoi le rationnel de faire ça que ça n'a pas la méthadone, alors que le Subutex peut être fait finalement partout, en fait? Alors, il faut savoir qu'en addictologie, il n'y a pas de rationnel.
La dictologie, c'est une spécialité qui est éminemment idéologique, hein. Et donc, c'est le gouvernement qui a instauré des règles, mais qui n'ont aucune rationalité. Enfin, non, j'exagère un petit peu. Ils ont en fait décidé au départ que le traitement de substitution par Subutex pouvait être donné et devait être généralisé dans la population des héroïnomanes parce qu'il fallait rapidement en fait stabiliser les choses au niveau du VIH. Et bon, ils savaient très bien que à ce moment-là, dans les centres, dans l'Exapa et dans les centres psychiatriques, les CMP et autres, donc c'était dans les années 90, l'idéologie prédominante était l'idéologie du sevrage. Donc, ils savaient que si ils laissaient simplement les psychiatres et les addictologues s'occuper de ça, eh ben, il y aurait très peu de patients qui seraient sous traitement de substitution. Donc, ils ont cherché à ce que ce traitement soit donné rapidement pour tout le monde. Et les seuls qui pouvaient finalement, ils savaient qu'ils allaient le faire, c'était les médecins généralistes. Donc, ils ont pensé que les traitements par TSO devaient être initiés par les traitements généralistes, par les médecins généralistes. Et la buprenorphine avait l'avantage, comme elle est agoniste-antagoniste, il y a peu de risque d'overdose. Et d'ailleurs, vous l'avez vu hein, sur les enquêtes DRAME, les décès sont généralement plus fréquents chez les patients qui sont sous méthadone. Donc, du coup, eh ben, ils ont demandé aux généralistes en fait, de prescrire beaucoup de Subutex. Par contre, ils étaient très inquiets sur la délivrance de méta. Et donc, ça, ils l'ont laissé au XAPA et au service hospitalier hors urgence. Voilà, mais c'est une question idéologique. Donc, beaucoup de généralistes se sont battus pour qu'ils puissent initier des traitements par méthadone en ville. Hein, et ils se battent toujours, mais ils n'ont toujours pas de réponse. Donc, pour l'instant, les traitements par méthadone ne peuvent pas être initiés par des généralistes en ville et encore moins par des psychiatres en ville. Voilà. Et gélule versus sirop, c'est par rapport à un risque de détournement ou... Non, mais là aussi, c'est idéologique. Hein. Parce que la gélule, il y a une forme galénique qui fait qu'elle n'est pas injectable. Par contre, le sirop, il y a une forme galénique qui fait que c'est particulièrement dégueulasse et particulièrement amer et particulièrement sucré. Et donc, l'idée sous-jacente, c'est qu'on leur donne un traitement dégueulasse, comme ça, ils vont arrêter. Voilà. Mais en réalité, on pourrait et on devrait, enfin, personnellement, moi, si, et d'ailleurs, je le fais, et voilà, mais pour moi, on devrait initier un traitement en gélule et plus utiliser de sirop, parce que c'est beaucoup plus simple de prendre une gélule que d'avaler un traitement qui est dégueulasse. Mais bon, c'est idéologique, encore une fois. Voilà. Donc, la buprenorphine au dosage, hein, donc le Subutex, qui est un traitement agoniste-antagoniste des récepteurs opiacés, mu et kappa. Donc, ça a la même indication, en fait, un traitement substitutif des pharmacodépendances majeures aux opiacés dans le cadre d'une prise en charge globale. Pardon. C'est en voie pérose sublinguale. Donc là, ce qui est important, c'est de vérifier auprès des usagers qui laissent bien fondre le comprimé longtemps
parce que quand il est avalé, en fait, il est dégradé dans l'estomac. Et donc, il est inactif. C'est souvent pour ça, d'ailleurs, que quand les personnes ne le laissent pas fondre longtemps, on est obligé de donner des doses fortes parce qu'en fait, il n'est pas absorbé, quoi. Là aussi, c'est réservé aux adultes et aux adolescents volontaires. Alors, la dose initiale, hein, donc on peut commencer, ça c'est adapté en fonction des sujets. Alors là, il y a marqué de 4 à 8 mg. C'est au vu des pratiques professionnelles, c'est en dose unique sublinguale. La dose moyenne, c'est 8 mg. Hein. Donc, on peut commencer directement à 8 mg, puisque dans le cadre du Subutex, on n'a pas de risque normalement d'overdose, sauf en cas d'association avec les benzodiazépines. Il faut respecter un délai de 24 heures après la dernière prise d'opiacés pour éviter le syndrome de sevrage. Donc, en fait, bon, ça, c'est un peu théorique, c'est-à-dire que en réalité, les personnes commencent leur traitement de substitution quand ils commencent à avoir des signes de manque, hein, et c'est la même chose pour la méthadone. Les signes de manque, c'est un peu variable en fonction des gens. Si les gens sont des consommateurs réguliers depuis très longtemps, ben, eux, ils savent au bout de combien de temps ils sont en manque. Hein. Ça peut être au bout de 24 heures, comme ça peut être au bout de 6 heures, comme ça peut être au bout de 3 jours. On va augmenter par palier. Alors, théoriquement, de 1 à 2 mg. Personnellement, moi, j'augmente plutôt de 8 mg en 8 mg, mais bon. On adapte le traitement avec la recherche de la posologie optimale, hein, par palier, donc de 1 à 3 jours pendant les 10 à 15 premiers jours. Le but, c'est la suppression des symptômes de sevrage. La posologie de stabilisation pour la buprenorphine, c'est entre 8 et 24 mg par jour. La posologie à 24, c'est assez récent, hein, jusqu'il y a, je ne sais plus, 1 an peut-être, c'était jusqu'à 16 mg. La Suboxone, hein, donc ça c'est le dernier des traitements de substitution opiacés qui a été mis sur le marché. En fait, c'est de la buprenorphine qui est associée à de la naltrexone. Mais il y a une formule galénique qui fait que quand c'est pris correctement, la naltrexone n'agit pas. Par contre, quand c'est en voie injectable, la naltrexone agit et donc provoque un syndrome de manque. Donc, c'est un traitement qui a été promu chez les usagers de Subutex qui continuaient à s'injecter, en fait. Voilà, donc autrement, la mise en place du traitement, c'est exactement la même chose que le Subutex, puisque de toute façon, c'est de la buprenorphine, en fait. Les contre-indications de la méthadone et de la buprenorphine. Donc, l'enfant de moins de 15 ans, l'insuffisance respiratoire sévère, l'hypersensibilité aux produits, les associations médicamenteuses. Alors ça, c'est assez... il faut regarder parce que les inducteurs enzymatiques, par exemple, comme la rifampicine, vont entraîner des syndromes de sevrage chez les patients qui sont sous méthadone. Les traitements, donc on ne peut pas associer la méthadone et la buprenorphine, puisqu'à ce moment-là, on va induire un état de manque, en fait. Hein, donc, avec la méthadone, on ne peut pas donner de bupré, on ne peut pas non plus donner ni de Revia, ni de Selincro. L'intolérance au fructose, la malabsorption des sucres. Pour la Suboxone, on a la même chose en fait, sauf qu'il y a plus de problèmes avec l'alcool. Hein, mais bon. Donc, les opiacés, ça peut avoir une action sur les comorbidités psychiatriques.
Donc, c'est une puissante action stabilisatrice. Ça a des propriétés antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques. Donc, là aussi, il y a une difficulté d'apprécier les problèmes psychiatriques chez les patients qui sont traités sous opiacés ou traités par traitement de substitution. Il y a un risque d'apparition des troubles psychiques lors du sevrage, en fait, et il y a des risques de décompensation psychiatrique lors du sevrage des opiacés ou des TSO. Alors, l'autre approche thérapeutique chez les usagers d'héroïne, c'est la réduction des risques et c'est sortir de l'abstinence, en fait. Alors, la réduction des risques, qu'est-ce que c'est? Donc, je crois que vous avez dû avoir déjà un cours par Aslem Qureshi. Donc, la réduction des risques, c'est quelque chose qui existe dans l'addicto en général, puisque finalement, la prise en charge de l'addiction, actuellement, ça, a priori suppose de renoncer au sevrage et de rester sur une consommation contrôlée. A priori, quand on continue à consommer, on continue à prendre des risques. Donc, on peut toujours travailler sous la réduction des risques. Il y a des principes de base donc, qui sont l'accueil sans condition des usagers, quelle que soit leur situation, d'entrer en contact avec les populations, en particulier les plus marginalisées, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas interrompre leur consommation, informer sur les risques associés aux usages de drogue, la prévention, les groupes de support, des conseils personnalisés ou des interventions en groupe. Donc, la distribution et la promotion de matériel visant à la prévention, donc c'est en fait la distribution de seringues, des kits pour le crack, des roules à paille pour ceux qui fument, la récupération du matériel usagé, favoriser l'accès aux droits et aux soins, orienter vers les dispositifs spécialisés de droit commun, le soutien par le groupe d'entraide et les pairs. Alors, la nouveauté, en fait, dans la réduction des risques chez les usagers d'héroïne, c'est la naloxone. Donc, en fait, la naloxone, c'est pour prévenir les risques d'overdose. Donc, c'est un antagoniste pur et spécifique des récepteurs opioïdes. Ça permet une inversion complète des effets de l'overdose par inhibition des effets des opioïdes. Voilà, donc, alors, il y avait deux formes, en fait, une forme intranasale et une forme injectable. Là aussi, c'est des considérations idéologiques et en plus des considérations de prix qui ont fait que la forme inhalée finalement n'existe plus et il va y avoir que la forme injectable. Donc, à la pharmacie des hôpitaux, là, actuellement, on n'a plus que la forme injectable. Donc, c'est un kit avec une seringue qui doit être délivré, alors en particulier chez tous les patients chez qui on initie un traitement par méthadone, puisqu'on sait que c'est les patients qui sont les plus à risque de faire des overdoses. Donc, c'est surtout leur entourage qu'il faut interpeller et leur expliquer donc, ce que faire en cas d'overdose. Donc, administrer bien sûr la naltrexone, mais surtout appeler immédiatement les services d'urgence de façon à ce que voilà, les pompiers arrivent et conduisent ces personnes aux urgences, puisque l'effet de la naloxone injectable est assez rapide. Et en fait, quand l'effet s'arrête, la dépression respiratoire peut revenir. Donc, il faut de toute façon que ces personnes partent aux urgences. Voilà.
Donc, c'est un antagoniste opioïde, durée d'action courte, donc 1 à 4 heures. Donc, l'administration IV, IM, sous-cut ou intranasal. Bon, intranasal, ça n'existe presque plus. Voilà. Donc, le problème, c'est que ça va éviter l'overdose, hein, mais en même temps, ça peut induire un syndrome de sevrage, puisque, en fait, et donc des problèmes d'agressivité, et voilà. Donc, en conclusion, la prise en charge des patients souffrant d'addiction à l'héroïne, elle repose sur les traitements de substitution. Ils ont démontré leur efficacité en termes de santé physique et psychique, qui permettent de réduire la mortalité, la morbidité des usagers, améliorent leur qualité de vie. Ils doivent être poursuivis le plus longtemps possible et à la bonne posologie et s'accompagner d'une prise en charge médico-psychosociale. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Si tout le monde dort après un vendredi et une semaine compliquée. J'avais une question. Est-ce que ça, finalement, la méthadone, ça a un peu l'effet comme un patch de nicotine pour quand il y a des symptômes de sevrage, ça permet d'aller mieux, d'avoir moins envie de consommer, j'imagine. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi, ça doit être compliqué quand vous avez parlé à un moment donné des personnes qui sont utilisées sous contrainte et à qui on ne peut pas donner de traitement substitutif, ça peut avoir un effet vachement délétère pour eux d'un côté. Alors, donc en fait, sur le principe de base, c'est vrai que la méthadone, ça agit comme un patch de nicotine, c'est-à-dire que ça va remplacer, ça va limiter les syndromes de manque en opiacés. Par contre, la difficulté, le changement par rapport au patch de nicotine, c'est qu'une fois qu'on a instauré un traitement par méthadone, on sait que c'est un traitement qui va durer pendant des années. C'est pour ça qu'on a besoin d'un consentement éclairé, en fait. Parce que si vous instaurez un traitement de substitution à quelqu'un qui ne sait pas où il en est, il va se retrouver au bout d'un mois d'hospitalisation avec un traitement de substitution et tout ce que ça implique en termes de difficultés, par exemple, pour travailler, de difficultés pour aller à l'étranger. C'est quand même pas la même chose qu'un patch de nicotine, quoi. D'accord. De stigmatisation dans les pharmacies, etc. Donc, vous allez mettre en place un traitement qui va être un traitement au long cours à quelqu'un qui ne l'a pas vraiment donné. Donc, c'est ça la problématique. Oui, d'un autre côté, c'est difficile à diminuer. C'est ça que vous voulez dire, en fait. C'est difficile. Oui, ouais. Donc, en fait, si vous instaurez un traitement par méthadone, vous instaurez une dépendance à la méthadone qui est un traitement qui va durer pendant des mois, quoi. Donc, voilà. Donc, si c'est quelqu'un qui ne le veut pas, il ne faut pas le faire. Voilà. D'un autre côté, si par exemple vous avez un consommateur d'héroïne qui déclenche un état délirant et qui est hospitalisé en secteur fermé, si vous pensez à ce moment-là, si vous pensez par exemple que il faut éviter le syndrome de sevrage, et vous lui mettez du Skénan et vous diminuez sur quelques jours. Parce que le syndrome de sevrage aux opiacés, c'est une semaine. Voilà. D'accord, merci. D'accord, hein. Donc, voilà. C'est toujours pareil, hein, il y a un rapport bénéfice-risque, mais le traitement de substitution aux opiacés, c'est un traitement qui a une telle charge que franchement, il faut que la personne soit OK avec ça, quoi. Parce que ça va demander aussi à la personne de voir son médecin tous les 15 jours ou tous les mois.
il y a des répercussions derrière qui sont autres que juste un timbre nicotinique, quoi. Ça marche, merci. Alors, je vois quelqu'un qui me dit j'ai pas bien compris la Suboxone, hein. Et pourquoi ceux qui continuent de s'injecter et comment on choisit entre les 3 produits. Alors, je vais partir en sens inverse. Donc, comment choisir entre les 3 produits? Sur l'AMM, c'est la même chose. Donc, a priori, on peut prendre n'importe lequel. Après, en pratique, celui qui est le plus facile à manier, c'est la buprenorphine. Parce qu'on n'a pas de risque d'overdose, parce qu'on peut faire des ordonnances tout de suite de 28 jours. Donc, a priori, en première intention, on choisit la buprenorphine, donc le Subutex. Le problème avec le problème essentiel avec la buprenorphine, c'est que les usagers ont tendance à s'injecter de la buprenorphine parce que quand ils l'injectent, en fait, ils obtiennent un effet flash qu'ils n'ont pas avec la buprenorphine qui est prise en voie sublinguale. Ça veut dire que quand ils s'injectent de la buprenorphine, ils ont un effet qui est comparable à celui qu'ils ont quand ils s'injectent de l'héroïne. Sauf que quand ils s'injectent de la buprenorphine, parce que ça pourrait finalement pas être tellement problématique, le problème c'est que la buprenorphine, quand on l'injecte, elle détruit les vaisseaux sanguins en fait. Donc, l'injection de buprenorphine, ça donne des problèmes graves, ça donne des problèmes d'abcès, ça donne des problèmes de ce qu'on appelle les mains de Popeye, donc les gens qui ont des mains qui sont gonflées et qui ne redégonflent jamais, en fait, des problèmes de lésions des veines, et donc, voilà, après, ça devient compliqué de faire des prises de sang. Les problèmes d'infection, parce qu'à ce moment-là, il y a transmission VIH, VHC, les risques d'endocardite et tout ça. Du coup, voilà, l'injection, c'est problématique. C'est pour ça qu'ils ont mis en place la Suboxone. Donc, la Suboxone, c'est de la buprenorphine, donc comme le Subutex, mais c'est une forme galénique un petit peu spécifique, qui fait que la Suboxone, si elle est prise en voie sublinguale, elle agit comme du Subutex. Par contre, quand elle est injectée quand elle est injectée, il y a la naltrexone agit en même temps et donc elle instaure elle est censée provoquer un syndrome de manque et donc c'est censé empêcher les gens de s'injecter. Bon, voilà, ça, c'est quand même assez théorique. Voilà, de toute façon, et du coup, finalement, la Suboxone n'a pas réellement montré une super efficacité dans la prévention d'injection chez les gens qui sont sous Subutex. Du coup, quand il y a des gens qui s'injectent le Subutex, a priori, c'est une indication de mettre en place un traitement par méthadone. Voilà, du coup, en première intention, on dit que c'est a priori le Subutex. Et quand le Subutex n'est pas efficace ou qu'il y a des soucis de mésusage du Subutex, c'est la méthadone. Voilà. Après, s'il y a quelqu'un, parce que ça, ce qui se passe en réalité, c'est que les usagers d'héroïne, généralement, testent, on va dire, dans la rue, puisque en fait, ça se dit, la méthadone et le Subutex. Donc, testent les deux substances
ont des copains qui ont testé, qui machin, qui leur disent il vaut mieux prendre ça, il vaut mieux prendre ça. Donc, on en revient exactement à la même chose que pour les traitements de l'alcool. C'est que si vous avez quelqu'un qui vous dit moi, je veux en première intention de la méthadone, eh ben, on leur donne de la méthadone en première intention. Mais a priori, en première intention, les usagers d'héroïne voient leur médecin généraliste qui leur prescrit le Subutex. Et la plupart du temps, quand il y a échec du traitement par Subutex, les médecins généralistes nous les adressent et nous, généralement, du coup, on les inclut sous traitement de substitution par méthadone. Voilà. Après, l'effet des traitements de substitution, c'est une action un peu stabilisatrice. Donc, c'est une action qui serait peut-être plus proche de ce que donnent les traitements neuroleptiques, en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand et ça, on a exactement la même chose sur les neuroleptiques ou sur les traitements normotyniques, hein. Quand on stabilise les gens, ça veut dire qu'ils n'ont plus de syndrome de manque, hein, mais le problème, c'est qu'ils ont moins d'effets euphoriques aussi, en fait. Donc, on les neuroleptise, en fait, quelque part, hein. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils veulent tous rester sous-dosés, en fait, hein. C'est pour ressentir quelque chose, hein. Et probablement que chez les sujets qui ont des troubles psychiatriques, la méthadone, elle a une action stabilisatrice et neuroleptique un peu plus importante. Donc, je dirais que chez les personnes qui souffrent de problèmes de schizophrénie ou de troubles bipolaires, c'est plus une indication de traitement par méthadone. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu aux questions, s'il y en a d'autres. J'avais une question encore. C'est est-ce que ces traitements, enfin j'imagine que non, mais je voulais savoir quand même, peuvent aider contre l'addiction comportementale aussi, parce que souvent il y a ce besoin de vouloir s'injecter. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Eh ben, je dirais ni oui ni non, hein. Donc, encore une fois, donc là, le sujet, c'est l'addiction à l'héroïne. Mais en fait, quand on a quelqu'un qui est addict à l'héroïne, on a quelqu'un qui en réalité a une polyaddiction. Donc, il y a la plupart du temps des troubles du comportement alimentaire, il y a la plupart du temps du cannabis, du tabac, de l'alcool. Il y a effectivement tout un rituel au niveau du comportement. Donc, globalement, le traitement, le TSO, il stabilise. Donc, en fait, il calme. Il fait que les gens ne sont pas en manque. Il fait que les gens ressentent plus trop ni l'angoisse ni l'euphorie. Mais après, il y a tout le reste. Donc, c'est la prise en charge globale. Il y a les troubles du sommeil, il y a les troubles alimentaires, il y a les troubles sociaux, il y a les relations familiales. Donc, bref, il y a tout ça à mettre en place. Un traitement de substitution, c'est le début du traitement, voilà, on va dire. Okay. Et là aussi, il faut regarder les troubles du sommeil et rechercher s'ils ne font pas des apnées du sommeil, hein, parce que ça, c'est quand même, tous les facteurs de risque sont souvent là, quoi. Voilà. Bon, il reste 20 minutes. Donc, j'avais fait quelques cas cliniques. Là, on les fait vite fait. Donc, David, 39 ans, qui est traité par traitement de substitution depuis 9 ans. Son état est stable depuis 3 ans. Alors, il y a 6 mois, passant outre l'avis de son médecin, il a décidé de réduire progressivement son traitement de substitution.
En consultation avec son médecin, ben, il repère que du coup, il y a un craving qui revient, il y a des consommations d'alcool, essentiellement le soir, consommation de benzo en fin de soirée, consommation de tabac, prise de poids, irritabilité particulièrement en fin de journée. Bon, voilà, donc là, c'est quelque chose d'assez classique. Donc, les gens qui sont sous TSO, ils ont en général qu'une envie, c'est d'arrêter leur traitement. Et quand ils arrêtent, eh ben, le risque essentiel, c'est de basculer sur une autre addiction. Et généralement, c'est l'alcool. Donc, ben voilà, là, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Ben, généralement, il faut réaugmenter le traitement de substitution. Et si les personnes veulent vraiment diminuer leur traitement de substitution, le faire avec le médecin en diminuant très, très, très progressivement et en vérifiant qu'il n'y a pas une substitution d'une addiction par une autre. Voilà, le deuxième cas clinique, donc c'est Axel, 43 ans, qui est séparé. Donc, lui aussi, il est traité par substitution. Il se plaint d'un effet sédatif de son traitement, d'un sommeil perturbé. Il demande donc à son médecin de diminuer le dosage de TSO. Lors de l'entretien, le médecin explore ses consommations et il repère en fait ce qui favorise les troubles du sommeil. Donc, c'est quoi? C'est l'alcool, avec une consommation régulière et la poursuite d'une consommation de cocaïne. Donc, souvent, en fait, il y a une polyaddiction et très, très fréquemment, une des substances qui est à la mode en ce moment, c'est la cocaïne. Donc, chez les gens qui sont sous traitement de substitution et donc qui ont du mal à ressentir des sensations, ben, ils ont tendance à utiliser la cocaïne, qu'ils vont bien ressentir. Et en descente de cocaïne, comme on est très angoissé, en général, on consomme de l'alcool. Donc, l'association alcool-cocaïne, c'est une association qui est assez fréquente. Bon, bref, donc quand on voit ce type de choses, c'est assez fréquent. Donc, la demande initiale, c'est de diminuer le traitement de substitution. En réalité, la réponse, c'est plutôt d'augmenter le traitement de substitution. Parce que finalement, ce qui se passe là, c'est qu'en diminuant son traitement, eh ben, il est basculé sur une autre addiction qui entraîne des troubles du sommeil, en fait. Et donc, il se plaint d'être fatigué, mais ce qui le fatigue, hein, c'est probablement plus la consommation d'alcool et de cocaïne que le TSO, parce que le traitement de substitution, quand il est à dose équilibrée, il n'y a pas de fatigue, en fait. Voilà. Donc ça. Alors ça, c'est un autre cas clinique. Donc Gilles, qui a commencé à 17 ans par du cannabis, ensuite de l'héroïne, une désocialisation progressive, des consommations autres, cocaïne, benzo, alcool. Antécédent de 3 cures de sevrage, il est traité par Subutex à 16 mg et il présente à la consultation des manifestations délirantes importantes, à type d'hallucinations visuelles synesthésiques, des cris, des vers sous la peau, des filaments dans la bouche, voilà. Il y a une adhésion totale au délire et une angoisse majeure. Donc, que proposez-vous pour prendre en charge les éléments délirants? Et que recherchez-vous pour expliquer l'émergence de ce délire? Donc, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, hein. Bon, donc là, en fait, c'est quelque chose qui peut se voir, que j'ai vu assez fréquemment, finalement, les éléments délirants chez les gens qui sont sous traitement de substitution et qui consomment des substances. La différence avec les gens qui ne consomment pas de substances,
c'est qu'en général, ça les angoisse beaucoup moins que des patients schizophrènes, en fait, et leur famille est beaucoup moins inquiète. Donc, dans la prise en charge, en fait, on peut agir sur 2 leviers. Bon, on peut bien sûr mettre en place un traitement antipsychotique qui va permettre de diminuer le délire, hein. On peut aussi augmenter le traitement de substitution parce que ça a une action en fait antipsychotique. Ce qu'il faut rechercher, en fait, c'est que ce soit pas une manifestation hallucinatoire qui peut être due ou à une consommation de substances hallucinogènes X ou Y de cocaïne, ou un mélange, parce qu'en fait, quand ils s'injectent des trucs, on ne sait jamais trop ce qu'ils s'injectent, hein, parce que c'est quand même illicite et que c'est coupé avec n'importe quelle connerie. Donc, ça peut être dû à ça. Ça peut être dû aussi à un sevrage en alcool, par exemple, et être quelque chose qui ressemble à un délire, un délirium. Ça peut être aussi un problème somatique avec un embole du genre AVC ou du genre infectieux. Donc là, il faut faire quand même un bilan un peu global. De toute façon, on fait un traitement a priori symptomatique en neuroleptique et puis on essaye de l'explorer, quoi. Voilà, ensuite, donc Gaël, hein, donc son enfance a été marquée par plusieurs événements traumatisants, le divorce de ses parents, le suicide de ses amis, un viol à l'âge de 15 ans, la scolarité qui se déroule sans problème avec un hyper-investissement sportif. Donc là aussi, hein, l'addiction, ça peut commencer, généralement, alors chez les filles, ça commence par des troubles du comportement alimentaire, des prises de benzodiazépines, et ça peut aussi commencer par une addiction au sport. Et chez les garçons, c'est plutôt alcool, cannabis et sport. Bon, donc là, c'est quelque chose d'assez classique parce que alors les traumatismes de l'enfance, c'est quand même très, très fréquent chez les gens qui ont des problèmes d'addiction. Donc à 15 ans, elle est victime d'un accident de handball. Les troubles psychiatriques vont commencer. Donc l'accident, ça va être à l'origine de plusieurs interventions chirurgicales avec des séquelles fonctionnelles et algiques importantes et bien sûr une dépendance aux opiacés qui va débuter par une surconsommation médicamenteuse, donc dentalgique, opiacé, hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus fréquemment maintenant. Donc c'est accompagné d'une dépendance aux benzodiazépines, au cannabis, à l'héroïne, mais usage de Subutex. Donc un suivi psychiatrique est en cours pour des troubles thymiques, première hospitalisation pour un rictus anxieux avec des comportements suicidaires et des multiples hospitalisations. Donc elle est hospitalisée pour prise en charge d'un état dépressif atypique avec des éléments anxio-dépressifs, des phénomènes hallucinatoires et une dépendance à l'héroïne. Donc quel diagnostic discutez-vous et ce que vous proposez comme prise en charge? Bon, bah donc là, les diagnostics, bah en fait, il peut tout avoir. Donc, il y a clairement une polyaddiction. Après, il y a probablement des troubles psychiatriques sous-jacents. Il faut tout rechercher. Ça peut être un trouble bipolaire, une psychose plutôt de type dysthymique. Voilà, donc bah là, ce qu'il va falloir faire, c'est une prise en charge globale, rechercher avec à la fois une prise en charge somatique, faire scanner, IRM, débit sanguin, etc. Toutes les évaluations et les prises en charge, ça va reposer sur un traitement de fond. Probablement un TSO et probablement un traitement de type antipsychotique ou normothymique. Voilà.
Bon, donc là, on est à -10. Hein. Je vous ai fait passer un peu tous les cas cliniques que j'avais envisagés. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions en plus ou si on s'arrête là. Ben merci du coup. Hein. Il n'y en a plus qu'un qui a survécu. Bon, eh ben, merci d'avoir supporté tout ça. Et puis, voilà. Donc, moi, je suis en addicto. Si vous voulez venir assister à des consultes, poser des questions, vous n'hésitez pas. Voilà. Allez, bonne Merci soirée, bon beaucoup. week-end. Et puis, à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.